Cher enfant, approche-toi. Laisse-moi te raconter une histoire. Ce n'est pas un conte de fées, non. C'est une histoire de la vie de ces moments qui, sans crier gare, la font basculer. Tu sais, parfois on croit que les plus grandes tempêtes se déclenchent au loin dans le bruit et la fureur du monde. Mais le plus souvent, elles naissent en silence, au creux d'un regard, au détour d'un mot, autour d'une table où l'on est censé partager le pain et l'amour. C'était un soir d'octobre, la lumière dorée de l'automne commençait à peine à décliner sur les toits d'Annecy, et l'odeur du rôti de veau que je venais de sortir du four remplissait la cuisine. Tout semblait paisible, presque parfait. C'est toujours comme ça, juste avant que le sol ne se dérobe sous nos pieds. J'ai posé ma fourchette à côté de mon assiette sans bruit. Mon regard s'est porté machinalement sur la vieille horloge comtoise qui trônait dans le salon. 19h30. Il y a 5 ans, à la minute près, je poussais la porte de cette maison avec mes 2 valises et dans le cœur, l'espoir un peu naïf d'une vieillesse heureuse entourée des miens. C'est étrange comme la mémoire a ses propres repères des balises invisibles qui marquent les grands virages de l'existence. « Mamie, tu regardes encore cette vieille pendule ?» a fait remarquer Léo, mon petit-fils de 13 ans. C'était le seul dans cette famille qui remarquait encore mes petites manies, mes silences. « Elle donne l'heure, juste mon trésor », lui ai-je répondu avec un sourire. Pas comme tes gadgets électroniques qui ne savent plus où ils habitent. Sophie, ma fille unique, a levé les yeux au ciel. Un geste qui, ces dernières années, était devenu sa réponse signature à tout ce que je pouvais dire. À 42 ans, elle ressemblait encore de façon troublante à l'adolescente qu'elle avait été au lycée, à la même impatience face à la vie des autres, ce même sentiment de supériorité, mais avec en plus de fines ridules, d'agacement au coin des yeux. Philippe, son mari, continuait de découper le rôti de veau avec une application quasi chirurgicale, feignant d'être complètement absorbé par sa tâche. Grand, les cheveux précocement grisonnants, avec les manières d'un homme habitué à être écouté, sans être interrompu, il était le médecin-chef d'une clinique privée, réputée d'Annecy depuis plus de 15 ans. On le respectait. À la maison, on craignait son silence, plus encore que ses éclats de voix. « Maman, tu ne vas pas commencer, s'il te plaît », a dit Sophie avec cette intonation particulière qu'ont les gens pour s'adresser aux très jeunes enfants ou aux très vieilles personnes. La journée a été difficile. Je n'ai rien commencé, ai-je objecté doucement en me servant un peu de salade. Je répondais simplement à Léo. Chloé, ma petite fille de 16 ans, ne quittait pas des yeux son téléphone caché sous la table. Ses doigts, fins aux ongles peints en noir, glissaient sur l'écran avec une vitesse déconcertante. Elle traversait cet âge difficile où les dîners de famille ressemblent à une perte de temps absurde, un temps précieux qui pourrait être consacré à sa vie sociale si loin de nous. « Chloé, ai-je dit pourquoi ne poserais-tu pas ton téléphone le temps du dîner ?» Cette simple phrase que j'avais dû prononcer des centaines de fois au fil des ans a été ce soir-là pour une raison qui m'échappe. Encore le détonateur. « Oh mon Dieu, maman !» a explosé Sophie, laissant tomber sa fourchette dans un bruit sec. « Est-ce que, pour une fois, tu peux nous laisser élever nos enfants ? Si Chloé veut être sur son téléphone, ça nous regarde. » Je suis restée figée, sentant le malaise se répandre dans la pièce comme un vin que l'on renverse. Léo fixait son assiette. Chloé a enfin levé les yeux de son écran, les sourcils haussés par la surprise. Je ne faisais que suggérer. Ai-je commencé ? Mais Sophie m'a coupé la parole. Tu ne fais foi, toujours, foi, que suggérer à chaque dîner, à chaque conversation. Tu ne peux pas t'empêcher de te mêler de tout. Pourquoi tu ne peux pas simplement rester assise et être reconnaissante qu'on t'héberge ? Philippe a enfin levé les yeux de son assiette. Son visage affichait de l'irritation mais aucune surprise. J'ai compris qu'il attendait ce moment. Peu, être même qu'il l'avait préparé. Sophie hâtée y dit de ce ton de médecin qu'il utilisait pour annoncer un diagnostic désagréable. Je ne pense pas que ta mère mesure pleinement le fardeau qu'elle représente pour notre famille. Un fardeau, ai-je répété, sentant mes mains se mettre à trembler. J'ai vendu ma maison pour me rapprocher de vous. J'aide avec les enfants, la cuisine, le ménage, que nous devons de toute façon refaire derrière toi, a complété Sophie. Tu ne sais même pas passer l'aspirateur correctement. J'ai senti le rouge me monter aux joues.
La situation était absurde. Une femme de 72 ans se faisant sermonner pour une mauvaise utilisation de l'aspirateur, comme si j'étais une employée de maison négligente. Et tes histoires sans fin sur le passé, a continué Sophie, comme si un barrage venait de céder. Personne ne se soucie du prix du pain dans les années 70 ou de comment tu as rencontré papa. Personne. Les enfants demandent souvent, ai-je dit calmement, en regardant mes petits-enfants. Léo a hoché brièvement la tête, mais il a aussitôt détourné le regard, croisant celui glacial de son père. C'est de la simple politesse, a affirmé Philippe, contrairement à leur grand-mère qui, elle, ne connaît pas la notion de limite. J'ai senti quelque chose se nouer en moi. 5 années de ressentiments accumulés, de malentendus, de petites humiliations quotidiennes se sont soudain cristallisées en cet instant de lucidité brutale. Il ne voulait plus de moi ici. Peu, être ne l'avait-il jamais vraiment voulu. Je suis venue m'installer ici à votre demande, ai-je rappelé en essayant de garder ma voix calme. Quand vous disiez que les enfants avaient besoin de leur grand-mère, c'était avant que tu ne deviennes cette vieille femme acariâtre qui critique tout, a crié Sophie. Avant que tu ne commences à nous espionner et à fourrer ton nez dans nos affaires. Je me suis glacée. Alors il se doutait. Il savait que j'avais vu quelque chose, remarqué quelque chose. Le secret que je gardais depuis 3 ans est soudain devenu tangible comme une autre personne assise à cette table. Je n'espionne personne, ai-je dit la bouche sèche. Je vis simplement ici. Et c'est bien ça le problème, a hurlé Sophie en se levant d'un bond, le visage déformé par la rage. Tu vis ici, tu es toujours là, tu observes, tu juges, tu te mêles de tout. Tu es un fardeau pour notre famille. Va-t'en. Le silence qui a suivi ce cri était assourdissant. Chloé avait lâché son téléphone qui était tombé sur le parquet avec un bruit mat. Léo semblait avoir cessé de respirer. Philippe a lentement essuyé sa bouche avec sa serviette, comme s'il assistait à un dîner d'affaires et non à un drame familial. Sophie hâtée, il finalement dit, calmement, « Je ne pense pas que ce soit l'approche la plus constructive. » Un instant, j'ai cru qu'il allait prendre ma défense, mais la phrase suivante a brisé cette illusion. Hélène mérite une chance de corriger son comportement. Nous pouvons discuter des règles de la maison. J'ai regardé ma fille, attendant un signe de regret. Mais Sophie a croisé les bras sur sa poitrine, les yeux brûlants de détermination. « Non, Philippe, je n'en peux plus. Soit elle part, soit je prends les enfants et je vais chez ma sœur. C'est toi qui choisis. » Je me suis levée lentement de table. Mes jambes étaient comme du coton, mais mon dos est resté droit. Une habitude acquise après des décennies à enseigner en primaire, se tenir droite, même quand on a envie de se recroqueviller. « Ce ne sera pas nécessaire, ai-je dit surprise du calme de ma propre voix. Je vais partir. »« Mamie, non !» s'est exclamé Léo, élevant la voix pour la première fois de la soirée. « Maman ne le pensait pas. »« C'est exactement ce que je pensais, l'a interrompu Sophie. Et n'essaie pas de manipuler les enfants, maman. C'est indigne de toi. » J'ai regardé mes petits-enfants Léo, effrayé Chloé, déconcertée. En 5 ans, je les avais vus grandir. Jour après jour, je les avais emmenés à l'école, aidés pour leurs devoirs, soignés, leurs genoux écorchés et leurs peines de cœur. Je les aimais plus que les mots ne pourraient jamais le dire. J'ai balayé la table du regard Sophie rouge de colère, Philippe imperturbable, les enfants perdus. Le dîner de famille était devenu la scène de mon humiliation publique. Mais à cet instant, debout, près de la table, j'ai ressenti une clarté extraordinaire. C'était comme si un voile était tombé de mes yeux. Et pour la première fois depuis des années, je voyais la situation telle qu'elle était, sans me mentir, sans chercher d'excuses. J'ai monté les escaliers, sentant la douleur dans mes genoux à chaque marche. Ce n'était peu. Être pas l'arthrose, mais le poids de l'instant. La décision que j'avais prise à table pesait sur mes épaules plus lourdement que n'importe quel fardeau physique. Derrière moi, je laissais les visages choqués de mes petits-enfants, le regard froid de Philippe et les yeux furieux de Sophie, ma fille unique, qui venait de me mettre à la porte. La petite chambre qui m'avait servi de refuge pendant ces 5 dernières années m'a accueilli avec son ascétisme habituel. Un lit étroit, une vieille commode et un secrétaire que j'avais fait venir de ma maison, la seule chose sur laquelle j'avais insisté lors de mon déménagement.
C'était le bureau sur lequel je corrigeais les cahiers de mes élèves quand j'étais encore institutrice, celui où j'écrivais des lettres à mon mari Jean quand il était en déplacement. Maintenant, il n'y avait plus dessus qu'une photo de Léo et Chloé, prise 3 ans plus tôt à Noël, avant que l'adolescence ne rende leur sourire si rare. J'ai sorti une valise de sous le lit, la même avec laquelle j'étais arrivée ici 5 ans plus tôt. Je me souvenais de l'appel de Sophie après la mort de Jean. Elle me disait que les enfants avaient besoin de leur grand-mère, que ma grande maison était trop vide pour moi, toute seule, qu'Annecy avait les meilleures écoles pour Léo et Chloé. J'avais vendu la maison où j'avais vécu pendant 40 ans, j'avais quitté mes amis, une vie familière, tout ça, pour être près de la seule famille qui me restait. La première année avait été presque idyllique. J'aidais avec les enfants, je cuisinais le week-end, je racontais des histoires sur la Sophie d'autrefois, celle qui courait dans les champs de pissenlit. Philippe était poli, sinon chaleureux. Les enfants, pas encore prisonniers de l'aliénation adolescente, appréciaient sincèrement ma présence. Nous jouions souvent à des jeux de société, je les aidais à faire leurs devoirs, je leur lisais des histoires avant de dormir, et puis quelque chose avait changé, imperceptiblement au début. Des petites remarques de Sophie sur ma façon de plier les serviettes ou de couper les légumes, des grimaces à peine visibles de Philippe quand je racontais des anecdotes du passé. Progressivement, les critiques étaient devenues plus ouvertes. Mon espace dans la maison physiquement et émotionnellement se réduisait. J'ai commencé à ranger méthodiquement mes vêtements dans la valise, essayant de ne prendre que l'essentiel. On a frappé doucement à la porte, interrompant mes pensées. Léo se tenait sur le seuil, son visage habituellement joyeux, contracté par l'inquiétude. Mamie a-t-il dit doucement comme s'il craignait que ses parents ne l'entendent. « Tu pars vraiment ?»« Oui, mon chéri, ai-je répondu en continuant à faire ma valise. Parfois, les adultes ont besoin de prendre leur distance. Mais où tu vas aller ? Il est presque 9 heures du soir. J'ai souri, en m'efforçant de ne pas paraître crispée. Je vais appeler Geneviève. Tu te souviens, nous étions allés prendre le thé chez elle, l'automne dernier. Elle a une grande maison rue des Tilleuls. La vieille dame avec les chats a grimacé Léo avant de se reprendre. Je veux dire ton amie qui nous avait donné des sablés à la confiture. C'est ça. Ai-je hoché la tête en sortant un album photo de l'étagère. Geneviève est ma plus vieille amie. Nous étions à l'école normale ensemble. Maman a dit que tu pourrais revenir si tu commençais à... Il a hésité, cherchant ses mots, à respecter leurs limites. J'ai réprimé un soupir. Typique. De Sophie, utiliser un enfant comme intermédiaire, mettre ses propres conditions dans sa bouche. Mon trésor, je me suis approchée de mon petit-fils et j'ai posé mes mains sur ses épaules. Certaines choses sont plus compliquées qu'elles n'y paraissent. Parfois, les gens ont besoin de se séparer pour mieux se retrouver. Et parfois, se séparer, c'est juste la fin de l'histoire. Je ne lui ai pas dit que je ne reviendrais pas, que sa mère avait franchi une ligne, que des excuses ne pourraient pas effacer que son père était impliqué dans des choses qu'un garçon de 13 ans ne devrait pas savoir. « Tu me laisseras ton numéro, a-t-il demandé. Et il y avait une telle inquiétude sincère dans sa voix que mon cœur s'est serré. Bien sûr. J'ai écrit le numéro sur un bout de papier et le lui ai tendu. Appelle-moi quand tu veux. Et donne-le aussi à Chloé. À ce moment-là, Sophie est apparue dans l'encadrement de la porte. Son visage était tendu, ses yeux rougis comme si elle avait pleuré. Mais je connaissais ma fille. C'était des larmes de rage, pas de remords. Léo hâté, elle dit avec autorité. Il est temps que tu ailles faire tes devoirs. Mais maman, tout de suite hâté, elle, dit sur un ton qui n'admettait aucune objection. Léo m'a jeté un dernier regard impuissant coupable et a quitté la pièce. Sophie m'a regardé froidement. J'espère que tu ne lui montes pas la tête en lui racontant quelle mère horrible je suis. Je ne ferai jamais ça, ai-je répondu calmement. Contrairement à toi, je n'utilise pas les enfants dans mes jeux. Son visage s'est crispé. Tu ne m'as jamais comprise ? A-t-elle expiré. Tu as toujours cru que tu savais mieux que tout le monde. Tu m'as toujours regardé de haut. J'ai secoué la tête en fermant ma valise. Non, Sophie, je t'ai toujours regardée avec amour. Avec inquiétude, parfois avec perplexité, mais toujours avec amour. Si tu m'aimais, sa voix a tremblé, tu respecterais mes décisions, ma famille, mon mariage. Je l'ai regardé, ses poings serrés, les jointures blanchies par la tension. Ma petite fille qui m'apportait autrefois des pissenlits cueillis dans le parc était devenue une femme qui mettait sa mère à la porte.
L'amour ne signifie pas l'aveuglement, ai-je dit doucement. Je vois ce qui se passe dans cette maison. Je vois ce que vous faites, Philippe et toi. Ses yeux se sont agrandis. Une lueur de peur les a traversés un instant, mais elle s'est vite ressaisie. Je ne vois pas de quoi tu parles, Athée, elle dit. Si tu fais allusion à la façon dont nous élevons nos enfants, tu sais exactement de quoi je parle. L'ai-je interrompu en élevant la voix pour la première fois depuis longtemps. Les faux rapports, les effets secondaires cachés. Vous mettez des gens en danger, toi et Philippe, pour de l'argent et pour la réputation. Sophie est devenue blême. Sa main est montée instinctivement à sa gorge, un geste qu'elle faisait depuis l'enfance quand elle avait peur ou qu'elle était nerveuse. Tu délires, Athée, elle dit, mais sa voix manquait d'assurance. Des fantasmes de vieille femme. Alors pourquoi es-tu si désespérée que je parte, ai-je demandé en prenant ma valise. Pourquoi maintenant alors que les essais cliniques sont presque terminés? Elle a fait un pas en arrière comme si j'étais contagieuse. Sors, Athée, elle murmurait. Sors de ma maison. Je suis passée devant elle, me sentant étrangement calme. Pendant 5 ans, j'avais vécu dans la peur de perdre ce dernier lien avec ma famille. 5 ans, j'avais gardé le silence sur ce que je savais. Maintenant que le choix avait été fait pour moi, je ne ressentais pas de chagrin mais un soulagement. Philippe m'attendait en bas des escaliers. Grande élégante chemise, parfaitement repassée, posture impeccable, le parfait chef de famille et médecin respecté. Personne n'aurait pu deviner que cet homme falsifiait méthodiquement les résultats d'essais médicamenteux, ce qui pourrait coûter la vie à des dizaines, voire des centaines de patients. « Laissez-moi vous aider avec votre valise. » Athée, il dit avec une fausse politesse, en tendant la main. Je lui ai tendu la valise et j'ai commencé à descendre les escaliers en me tenant à la rampe. Mes genoux se rappelaient à mon bon souvenir, mais je ne me suis pas permis de montrer de faiblesse. En bas dans le couloir, Chloé se tenait là. Ses yeux étaient rouges. Elle avait vraiment pleuré, contrairement à sa mère. Son téléphone portable, qu'elle ne quittait habituellement jamais, gisait oublié sur la console de l'entrée. Mamie a-t-elle dit doucement, « Tu vas me manquer. » Je l'ai serrée dans mes bras, respirant l'odeur du shampoing à la pomme qu'elle utilisait depuis qu'elle était toute petite. Toi aussi, ma chérie. Mais on se verra. Je te le promets. Chloé, la voix de Sophie venait d'en haut. Monte dans ta chambre. Mais maman. Maintenant, Chloé a tressailli, m'a jeté un dernier regard et a lentement monté les escaliers. J'ai entendu la porte de sa chambre claquer à l'étage. Philippe a ouvert la porte d'entrée et est sorti sur le porche. Je l'ai suivi, jetant un dernier regard à la maison que j'avais considérée comme la mienne pendant 5 ans. Les photos encadrées sur les murs, le vase de fleurs artificielles que j'avais acheté au printemps dernier, le crochet pour mon manteau dans le couloir, les petites traces de ma présence qui allaient bientôt s'effacer comme si je n'avais jamais été là. L'air du soir était frais, presque mordant. Le début du mois d'octobre à Annecy était toujours imprévisible. Il pouvait faire une chaleur presque estivale pendant la journée et le soir la température chutait, rappelant que l'hiver approchait. J'aurais aimé prendre mon manteau. Il était resté accroché dans le couloir et il me semblait humiliant de retourner le chercher. Philippe ne s'est pas arrêté sur le porche. Il a descendu l'allée jusqu'au portail, l'a ouvert et est sorti sur le trottoir. Puis d'un geste brusque, il a laissé tomber ma valise sur le sol. Pas jetée, non, mais pas posée délicatement non plus. Il se débarrassait simplement d'un poids qui l'avait assez encombré. J'ai appelé un taxi Athée, il dit en regardant par-dessus ma tête. Il sera là dans 10 minutes. Merci, ai-je dit, surprise de mon propre calme. C'est très prévenant de votre part. Il a grincé des dents face à mon sarcasme, mais n'a rien dit. Nous nous tenions l'un en face de l'autre, une vieille femme et un homme, dans la force de l'âge, une belle-mère et un gendre, 2 personnes qui ne s'étaient jamais vraiment comprises. Vous savez, Philippe, ai-je finalement dit quand Sophie vous a amené pour la première fois à la maison, j'ai pensé qu'elle avait fait un bon choix. Réussi, éduquée d'une bonne famille. Vous sembliez si posé, si fiable. Il s'est tendu comme s'il s'attendait à un coup. Mais les années ont montré que les premières impressions sont souvent trompeuses, ai-je continué. Sous le masque de la respectabilité se cache un homme prêt à risquer la vie de ses patients pour le profit. Je ne sais pas de quoi vous parlez, a-t-il dit, mais il y avait une lueur d'inquiétude dans ses yeux. Je parle des essais cliniques ART-43, ai-je dit calmement. Des rapports falsifiés où vous et Sophie avez oublié de mentionner les effets secondaires graves chez 20% des patients.
Philippe est devenu livide. Son visage ressemblait à un masque de cire sous la lumière du lampadaire. « Ce sont des accusations absurdes, a-t-il dit en baissant la voix et en jetant un coup d'œil aux maisons voisines. Vous n'avez aucune preuve, vraiment. » Ai-je haussé un sourcil? Et les copies des rapports originaux que j'ai faites il y a 3 ans, ou l'enregistrement de votre conversation avec le représentant de la société pharmaceutique où vous parlez explicitement de retenir des données, c'était un bluff. Je n'avais pas d'enregistrement même si j'avais bien entendu cette conversation debout derrière la porte entr'ouverte de son bureau. Mais Philippe ne pouvait pas en être sûr. Son visage s'est tordu dans un mélange de peur et de rage. Vous m'avez espionné dans ma propre maison. J'ai été un témoin accidentel, ai-je corrigé, et ensuite j'ai commencé à être attentive. C'est difficile de ne pas l'être quand quelque chose ne tourne pas rond. Philippe a fait un pas en avant, le poing serré. Un instant, j'ai eu peur qu'il me frappe, mais il s'est arrêté, se maîtrisant avec un effort visible. « Qu'est-ce que vous voulez » a-t-il grincé des dents. « De l'argent » j'ai eu un rire amer. « Vous ne comprenez toujours pas, Philippe. Je ne suis pas une maître chanteuse. Je suis une mère qui s'inquiète pour sa fille et une grand-mère qui ne veut pas que ses petits-enfants grandissent dans une famille de criminels. Alors pourquoi n'avez-vous rien dit pendant 3 ans » a-t-il demandé les yeux plissés. Si vous êtes si pleine de principes, j'ai détourné le regard. C'était une question que je m'étais posée d'innombrables fois. Parce que j'avais peur de perdre ma famille, ai-je répondu honnêtement. Parce que j'espérais que vous reviendriez à la raison. Parce que je m'étais convaincue que les effets secondaires n'étaient pas assez graves pour risquer le bien-être de Sophie et des enfants. Je l'ai regardé droit dans les yeux. Mais aujourd'hui, vous et Sophie avez pris la décision pour moi. Vous m'avez exclu de cette famille que j'avais si peur de perdre. Et maintenant, je n'ai plus rien à perdre, Philippe. Plus de secrets, plus de silence. À ce moment-là, un taxi s'est arrêté le long du trottoir. Le chauffeur, un jeune homme au visage fatigué, a baissé sa vitre. « Madame Dubois, hâtée, il demandait. « Une course pour l'hôtel du Lac ?»« Oui, c'est moi, » ai-je répondu sans quitter Philippe des yeux. Le chauffeur est sorti pour m'aider avec la valise. Philippe est resté immobile, son visage un masque de choc et de fureur. « Vous n'oserez pas, » hâtait-il murmurait. « Pensez à Sophie et aux enfants. »« Je ne pense qu'à eux, » ai-je répliqué en ouvrant la portière du taxi. « Pendant 5 ans, je me suis tue pour eux. Mais parfois, le silence fait plus de mal que la vérité. » Je suis montée dans la voiture et j'ai fermé la porte. À travers la vitre, j'ai vu Philippe debout sur le trottoir, sa grande silhouette tendue, ses poings serrés. Nos regards se sont croisés un instant et j'ai vu dans ses yeux quelque chose que je n'avais jamais remarqué auparavant. La peur. Pas pour moi, pas pour les patients qui pourraient souffrir de ces manigances, mais pour lui-même. Le taxi a démarré m'emmenant loin de la maison où j'avais vécu 5 ans, loin de la fille qui m'avait renié, loin des petits-enfants que j'aimais plus que ma propre vie. Mais à cet instant, je ne me sentais pas exilée. Pour la première fois depuis longtemps, je me sentais libre. Libre de la peur, de la complicité silencieuse des compromis avec ma conscience. Le téléphone a sonné dans mon sac. Le numéro de Sophie. Je n'ai pas répondu. Quoi qu'elle veuille dire, il était trop tard. J'avais fait comprendre à Philippe que je ne garderais plus leur secret, et je n'allais pas reculer. L'hôtel du Lac m'a accueilli avec ses lustres tamisés et la musique douce du hall. Les quelques clients, principalement des voyageurs d'affaires, étaient déjà montés dans leur chambre. Seul un jeune réceptionniste aux cheveux, impeccablement coiffé, et au sourire commercial qui est devenu un peu plus sincère, en voyant une cliente potentielle s'ennuyer derrière son comptoir. « Bonsoir, madame » a-t-il dit d'un ton enjoué et professionnel. « Que puis-je faire pour vous ?»« J'ai besoin d'une chambre » ai-je répondu en sortant ma carte de crédit. « Pour une nuit. » Il a rapidement rempli les formalités sans poser trop de questions sur cette femme âgée arrivant tard le soir avec une seule valise. Dans une petite ville comme Annecy, la curiosité l'emporte généralement sur le professionnalisme. Mais ce soir, j'avais eu la chance de tomber sur l'indifférence. La chambre était standard impersonnel. Mobilier beige, un lit recouvert de draps amidonnés et une fenêtre donnant sur le parking. J'ai posé ma valise, je me suis assise sur le bord du lit, et pour la première fois de cette longue soirée, je me suis laissé prendre conscience de ce qui venait de se passer. J'avais été mise à la porte de chez moi. Ma propre fille m'avait hurlé que j'étais un fardeau.
Mon gendre avait insinué, menaçant, que je devais garder le silence sur ces magouilles. Mes petits-enfants m'avaient regardé avec des yeux effrayés, incapables de comprendre comment un dîner de famille familier avait pu se transformer en une scène de bannissement. Je n'ai pas pleuré. Les larmes me semblaient déplacées. Ce n'était pas de la tristesse, mais une colère et une amère déception qui m'envahissaient. 5 ans j'avais vécu dans leur maison. 5 ans j'avais supporté les petites humiliations. 5 ans j'avais gardé le silence sur des choses qui pourraient ruiner leur vie. Et je me retrouvais quand même jetée à la rue comme un objet encombrant. Le téléphone dans mon sac a vibré pour la 3e fois de la dernière heure. Je l'ai sorti et j'ai vu un message de Sophie. J'espère que tu réalises ce que tu as fait. Il est trop tard pour t'excuser maintenant. J'ai souri amèrement. Typique de Sophie. Même maintenant, elle me renvoyait la faute. Même maintenant, alors qu'elle m'avait littéralement mise à la porte, c'était à moi de me sentir coupable. Juste après un texto de Léo, « Mamie, ça va, maman a dit que tu avais dit des choses stupides. » Mon cœur s'est serré. Pauvre garçon pris au milieu d'un drame d'adulte. J'ai rapidement répondu, « Je vais bien, mon trésor. Ne t'inquiète pas pour moi. Concentre-toi sur tes études et sois un bon grand frère pour Chloé. » 1 minute plus tard, le téléphone a de nouveau vibré. « Quand est-ce que tu reviens ?» J'ai fixé ces quelques mots, ne sachant que répondre. La vérité, jamais, semblait trop cruelle pour un garçon de 13 ans. Le mensonge, bientôt, aurait été malhonnête. Finalement, j'ai écrit « On en reparlera plus tard. Pour l'instant, il vaut mieux que tu ne m'envoies pas de message le temps que tes parents se calment. » Après un bref « D'accord », les messages ont cessé. J'ai posé mon téléphone et me suis massé les tempes. Le mal de tête qui avait commencé pendant le dîner s'intensifiait. Je devais décider de la suite. L'horloge affichait presque 23 heures. Trop tard pour appeler Geneviève, mais je savais que ma vieille amie ne m'en voudrait pas pour un appel à minuit vu les circonstances. J'ai composé son numéro. Elle a répondu après la 2e sonnerie, comme si elle était assise près du téléphone attendant un appel. Hélène, sa voix rauque, à cause de l'âge et de décennies de tabagisme, une habitude qu'elle n'avait abandonnée que 5 ans plus tôt, semblait inquiète. Qu'est-ce qui se passe ? Tu n'appelles jamais si tard. J'ai pris une profonde inspiration et je lui ai tout raconté. Le scandale au dîner, les mots de Sophie, la réaction froide de Philippe. Comment je m'étais retrouvée dans un hôtel avec une seule valise à 72 ans. Ce dindon prétentieux et ta fille arrogante t'ont mise à la porte, s'est indignée Geneviève après mon récit. Hélène, ma chérie, pourquoi n'as-tu pas appelé tout de suite ? Je serais venue te chercher. Il était tard, ai-je répondu, et j'avais besoin de temps pour réfléchir. Qui a-t-il à réfléchir, a-t-elle reniflé. Tu t'installes chez moi dès demain. J'ai 4 chambres et un seul chat. Il y a de la place pour tout le monde. J'ai souri sincèrement pour la première fois de la soirée. Geneviève avait toujours été comme ça, directe, décidée, sans détour. C'est pour ça que je l'aimais depuis notre rencontre, le premier jour de l'école normale, il y a presque 50 ans. Tu es sûre, ai-je demandé. Ça pourrait durer longtemps. J'espère bien que ce sera pour toujours, a-t-elle tranché. Ça fait 3 ans que je te dis de venir t'installer chez moi au lieu de servir cette famille d'ingrats. Tu as enfin pris la bonne décision, même si elle a été forcée. Nous avons convenu qu'elle passerait me prendre à l'hôtel à 10 heures du matin. Après cette conversation, j'ai senti la tension se relâcher un peu. Au moins, j'avais un plan pour demain et un toit sur la tête pour un avenir prévisible. J'ai pris une douche, essayant de laver non pas tant la fatigue physique que la boue émotionnelle de la journée. Allongée dans ce lit inconnu, je n'ai pas réussi à dormir pendant longtemps, rejouant les événements de la soirée encore et encore, dans ma tête, imaginant des scénarios alternatifs où j'aurais dit quelque chose de différent, où Sophie n'aurait pas explosé, où Philippe m'aurait défendu. Mais la réalité était celle-ci, ma propre fille m'avait mise à la porte de chez elle. Et je devais maintenant commencer une nouvelle vie à 72 ans. Le matin m'a accueillie avec un soleil filtrant, à travers les rideaux mal tirés et le bruit des voitures arrivant à l'hôtel. J'avais dormi plus longtemps que d'habitude, presque jusqu'à 9 heures, mais je me sentais encore épuisée. Mon mal de tête avait disparu, mais il était remplacé par un sentiment de vide et d'irréalité. J'ai refait ma valise, je suis descendue dans le hall et j'ai payé ma chambre. Puis je suis sortie et je me suis assise sur un banc devant l'hôtel, profitant du soleil d'octobre. Annecy semblait paisible et endormie.
Une petite ville où tout le monde connaît tout le monde, où les nouvelles se répandent à la vitesse d'un feu de forêt, où les réputations se construisent sur des décennies et se détruisent en une seule journée. À 10 heures précises, la Volvo argentée de Geneviève s'est garée devant l'hôtel, la voiture qu'elle appelait affectueusement ma dernière folie, après l'avoir achetée pour ses 70 ans, ignorant les exhortations de son fils, qui lui disait qu'à son âge, il était temps d'arrêter de conduire. Geneviève est sortie de la voiture, une grande femme, à la silhouette encore droite, les cheveux gris coupés courts et du rouge à lèvres vif. Les années avaient à peine courbé son dos, bien que les rides sur son visage se soient creusées et que sa démarche soit moins souple. À 75 ans, elle avait toujours l'air d'une femme avec qui il ne valait mieux pas discuter. Hélène, elle a ouvert les bras et je m'y suis réfugiée avec gratitude. Ma chère, comme je suis en colère contre ta fille. Ne gaspille pas ton énergie pour ça, ai-je souri avec lassitude. Ce qui est fait est fait. Elle a reniflé mais n'a pas insisté. À la place, elle a pris ma valise et l'a mise dans le coffre. Je t'ai préparé, la chambre bleue hâtée, elle dit alors que nous roulions. Celle qui donne sur le jardin. Tu te souviens, tu as toujours dit que c'était la plus belle pièce de la maison. J'ai hoché la tête, sentant une boule se former dans ma gorge. Geneviève ne m'offrait pas seulement un toit. Elle essayait de me rendre heureuse dans cette nouvelle réalité. Merci, ai-je dit doucement, pour tout. Elle m'a jeté un regard rapide, plein de compréhension et de sympathie. Y a pas de quoi, ma chérie. Tu te souviens comment tu m'as aidée après la mort de Gérald? Je pensais que je ne passerais pas l'année, mais tu venais chaque week-end, tu préparais le dîner, tu me forçais à sortir de la maison. Tu m'as empêché de me noyer dans mon chagrin. Maintenant, c'est mon tour. La maison de Geneviève se trouvait rue des Tilleuls, une rue tranquille dans le vieux quartier d'Annecy, où des demeures victoriennes côtoyaient des constructions plus modernes. Sa maison appartenait à la première catégorie, une bâtisse de 3 étages, avec une mansarde, un large porche et un jardin impeccablement entretenu. Gérald, son défunt mari, était un architecte de renom, et la maison reflétait ses goûts élégantes, spacieuses, mais sans ostentation. À l'intérieur, nous avons été accueillis par Oscar, un vieux chat gris qui trônait sur le rebord de la fenêtre du hall, tel le maître des lieux. Il s'était tiré paresseusement à notre entrée, mais n'est pas descendu nous saluer. « Ne fais pas attention à lui, a dit Geneviève en agitant la main. Il se prend pour un empereur et nous pour ses servantes. » Elle m'a conduite à travers le hall jusqu'au salon, une pièce spacieuse avec de hauts plafonds et de grandes fenêtres. Des meubles anciens y côtoyaient une décoration moderne. Geneviève avait toujours eu le don de combiner la tradition et la nouveauté. « Installe-toi à thé, elle dit en désignant le canapé. Je vais préparer du thé et nous pourrons discuter de nos plans. » Pendant qu'elle s'affairait dans la cuisine, j'ai regardé autour de moi, me rappelant combien de fois j'étais venue ici. Avant d'emménager chez Sophie Geneviève et moi nous voyions presque chaque semaine, buvant du thé, discutant de livres, partageant les nouvelles. Après mon installation chez ma fille, ces rencontres étaient devenues moins fréquentes. Philippe n'aimait pas particulièrement Geneviève, la considérant comme excentrique et trop directe pour une femme de son âge. Sophie n'encourageait pas non plus notre amitié, surtout après que Geneviève lui eut dit un jour sans détour qu'elle était trop dure avec sa mère. Geneviève est revenue avec un plateau contenant une théière des tasses et une assiette de biscuits. Alors hâtée, elle dit en versant le thé. « Quel est ton plan ?» J'ai soupiré en prenant la tasse. « Honnêtement, je n'en ai pas. Tout est arrivé si soudainement. Tout ce que je sais, c'est que je ne retournerai pas chez Sophie, même si elle me le demandait, ce dont je doute fort. Et tu as bien raison à approuver Geneviève. Tu as toléré leur négligence pendant trop longtemps. Mais ce n'est pas de ça que je veux parler. Qu'est-ce que tu comptes faire de ce que tu sais sur les manigances de ton gendre ?» Je me suis tendue. Bien sûr, Geneviève était au courant. Je lui avais parlé de mes soupçons il y a 2 ans, lorsque j'avais découvert pour la première fois les divergences dans les rapports de Philippe. « Je ne sais pas, » ai-je répondu honnêtement. Une partie de moi veut tout oublier et commencer une nouvelle vie. L'autre partie réalise que se taire, c'est être complice. Geneviève m'a regardé attentivement par-dessus ses lunettes. « Qu'as-tu dit à Philippe en partant ?» J'ai eu honte en me rappelant ce que j'avais dit sur le trottoir. J'ai laissé entendre que je ne garderais plus leur secret. Laisser entendre, a-t-elle haussé un sourcil. Ou tu l'as dit carrément. Plutôt la deuxième option, ai-je admis. J'étais en colère et déçue. Alors tu n'as pas le choix.
Geneviève a posé sa tasse fermement sur la table. Si tu as dit ça à Philippe, il ne va pas rester les bras croisés. Il va essayer de te discréditer avant que tu ne puisses parler. Dire à tout le monde que tu es sénile, que tu te venges de ton expulsion, que tu l'as toujours détesté. Tu dois agir la première. Je savais qu'elle avait raison. Philippe n'était pas du genre à laisser des menaces sans réponse, surtout une menace aussi sérieuse. Mais et si je me trompe ? Ai-je demandé, exprimant la peur qui m'avait longtemps empêché d'agir. Et si j'ai mal interprété ce que j'ai vu ? Hélène. Geneviève a posé sa main sur la mienne. Tu es une ancienne professeure de mathématiques. Tu as passé 30 ans à travailler avec des chiffres. Si tu dis qu'il y a des divergences dans les rapports, alors il y a des divergences. En plus, tu l'as entendu parler. Tu as vu sa correspondance. Fais confiance à ton intuition. J'ai hoché la tête, sentant la détermination grandir en moi. Pendant 5 ans, j'avais fermé les yeux sur ce qui se passait dans la maison de ma fille. 5 ans, j'avais été le témoin silencieux de mensonges potentiellement dangereux. Plus maintenant. Tu as raison, ai-je dit. Il faut agir. Mais comment ? Geneviève a souri et il y avait quelque chose de prédateur dans son sourire. J'ai un plan et quelques contacts utiles. Nous avons passé les heures suivantes à discuter de stratégie. Geneviève, ancienne avocate, avait en effet des relations. Elle était amie avec le rédacteur en chef du journal local La Chronique d'Annecy et était en bons termes avec le président de l'ordre des médecins de la ville. De plus, son fils Marcus travaillait dans un cabinet d'avocats dans une ville voisine et pouvait fournir des conseils professionnels. Après le déjeuner, Geneviève m'a montré ma chambre, une pièce spacieuse avec un grand lit, un bureau près de la fenêtre et une salle de bain privée. Les fenêtres donnaient sur le jardin où, même en octobre, les dernières roses fleurissaient encore. « Fais comme chez toi, a-t-elle dit en me laissant seule. Repose-toi. Ce soir, nous continuerons à planifier ta vengeance. Ce n'est pas une vengeance, Geneviève, ai-je secoué la tête. C'est la justice. » Elle m'a fait un clin d'œil et sortit fermant doucement la porte. Une fois seule, j'ai défait ma valise, j'ai rangé mes vêtements dans l'armoire, j'ai disposé les quelques objets personnels que j'avais, puis je me suis assise à la fenêtre regardant le jardin de Geneviève et réfléchissant au tournant que ma vie avait pris. Hier encore, j'étais juste une femme âgée, vivant dans l'ombre de la prospérité de sa fille et de son gendre. Aujourd'hui, j'étais sur le point de prendre une décision qui pourrait détruire leur vie. Cela m'effrayait, mais en même temps, cela me donnait un étrange sentiment de liberté. Pour la première fois depuis des années, je n'agissais pas par peur de perdre les dernières miettes de chaleur familiale, mais par sens de la justice et de la dignité. Le téléphone a vibré. Un message de Chloé. « Mamie, ça va, maman, dit que tu vis dans un hôtel. » C'est vrai, je m'inquiète. J'ai souri touchée par l'inquiétude de ma petite fille. Et j'ai répondu « Je vais bien, ma chérie. Je suis chez Geneviève. » Tu te souviens d'elle ? La dame avec le chat et les sablés à la confiture. Ne t'inquiète pas pour moi. 1 minute plus tard, la réponse est arrivée. Je peux venir te voir après les cours, maman ne doit pas le savoir. J'ai hésité. D'un côté, je voulais désespérément voir ma petite fille. De l'autre, je voulais pas la mettre dans la position de devoir mentir à ses parents. Laisse-moi d'abord parler à ta mère, ai-je écrit. Je ne veux pas que tu aies des ennuis à cause de moi. Maman ne me laissera pas. A suivi une réponse instantanée. Elle a dit que tu avais raconté des choses horribles sur papa et que maintenant on ne devait plus te fréquenter. J'ai soupiré. Bien sûr, Sophie essaierait de monter les enfants contre moi. C'était prévisible, mais ça faisait quand même mal. Retrouvons-nous au café Le Petit Zinc, demain après les cours, ai-je écrit, après réflexion. À 16h. S'il te plaît, ne mens pas directement à tes parents. Dis que tu vas chez une amie pour travailler sur un projet ou quelque chose comme ça. D'accord, a répondu Chloé. Merci, mamie. Tu me manques. Ces 3 simples mots, tu me manques, m'ont fait monter les larmes aux yeux. Malgré son air détaché et sa rébellion d'adolescente, Chloé était toujours la petite fille qui grimpait sur mes genoux pour que je lui raconte une histoire. Et maintenant, je lui manquais à peine un jour après mon départ. Ce soir-là, Geneviève et moi étions assises dans son bureau entourées de papiers. Sur le bureau se trouvaient les copies de documents que j'avais faites il y a 2 ans, les rapports originaux des essais cliniques,
avec les données sur les effets secondaires et les versions expurgées que Philippe avait envoyées à la société pharmaceutique. C'est suffisant pour intéresser l'ordre des médecins, a dit Geneviève, en étudiant les papiers. Mais pour une enquête sérieuse, il en faudrait plus. As-tu accès à des données plus récentes ? J'ai secoué la tête. Seulement ce que j'ai pu voir ou entendre par hasard. Depuis 6 mois, Philippe est très prudent. Il ferme son bureau à clé et ne laisse jamais de documents en évidence. C'est dommage, a dit Geneviève en tapotant ses doigts sur la table. Mais ça devrait suffire pour commencer. Demain, j'appellerai Jérémy, le président de l'Ordre des médecins, pour demander un rendez-vous. Et ensuite, je contacterai Hélène à la chronique. Elle adore les scoops. Tu es sûr que c'est une bonne idée d'impliquer la presse ? Ai-je demandé avec hésitation. Ça pourrait faire du mal aux enfants. Geneviève a soupiré. Hélène, ma chérie, tu es trop gentille. Mais réfléchis. Si ton gendre falsifie vraiment des données sur les effets secondaires d'un médicament qui est sur le point d'être commercialisé, on parle de la santé et même de la vie des gens. Ce n'est pas un conflit familial. C'est un crime. Je savais qu'elle avait raison. Le silence, dans ce cas, faisait de moi une complice. Mais la pensée d'être la cause d'un scandale public qui affecterait mes petits-enfants était presque physiquement douloureuse. Essayons d'abord la voie officielle, ai-je suggéré. L'ordre des médecins peut être la société pharmaceutique. Si ça ne marche pas, alors nous irons voir la presse. Geneviève a hoché la tête, même s'il était clair qu'elle aurait préféré une approche plus agressive. D'accord, mais n'oublie pas, Philippe ne restera pas inactif. Une fois qu'il réalisera que tu vas vraiment révéler la vérité, il commencera à se défendre. Et les défenses peuvent devenir très sales. Je me suis souvenu du regard froid de Philippe alors qu'il posait ma valise sur le trottoir. Ces mots que je devais penser à Sophie et aux enfants son ton presque menaçant. Je comprends le risque, ai-je dit doucement. Mais je ne pouvais plus me taire. Pas après qu'ils aient rompu eux-mêmes notre relation. Geneviève a souri et m'a serré la main. Je suis fière de toi, Hélène. J'ai toujours su que sous cette carapace douce, il y avait un noyau d'acier. Nous avons passé une autre heure à discuter des détails du plan. Puis Geneviève est partie appeler son fils et je suis restée dans le bureau à relire les documents et à me souvenir de tout ce que j'avais vu et entendu au cours des 3 dernières années. Les effets secondaires que Philippe cachait étaient graves, allant de problèmes hépatiques à des symptômes neurologiques. Environ 20% des patients prenant l'ART-43 développaient ces complications. Mais les rapports envoyés à la société pharmaceutique réduisaient ce chiffre à 3%, une erreur statistique, comme Philippe l'avait dit un jour lors d'une conversation téléphonique avec un collègue. Je me suis souvenu de la première fois où j'étais tombée sur ces documents en cherchant un bouton de manchette perdu de Philippe dans son bureau. La boîte de papier était tombée de l'étagère, et parmi les feuilles éparpillées, j'avais vu 2 rapports presque identiques, avec des données différentes. Au début, j'avais pensé que c'était une erreur, une faute de frappe. Puis j'avais entendu la conversation téléphonique de Philippe, où il parlait ouvertement de corriger les données. Puis une conversation avec Sophie, où elle l'exhortait à être prudent avec les documents. Pendant 3 ans, je m'étais tue me convainquant que je n'en savais pas assez sur la médecine pour tirer des conclusions qu'il y avait peu, être une explication logique, que pour le bien des enfants, il valait mieux ne pas s'en mêler. Mais maintenant que Sophie elle-même avait détruit notre lien familial, je n'avais plus de raison de garder le silence. Philippe devait répondre de ses actes et Sophie de sa complicité. J'ai rassemblé les documents dans le dossier que Geneviève m'avait proposé de garder dans son coffre-fort. Puis je suis sortie sur la véranda où mon amie fumait, une habitude qu'elle reprenait en période de stress, malgré ses promesses d'arrêter. « Je suis désolée », a-t-elle souri coupable en remarquant mon regard. « Les vieilles habitudes ont la vie dure. Les vieux secrets aussi », ai-je répondu en m'asseyant à côté d'elle. Nous sommes restées silencieuses, regardant le jardin du soir. L'air d'octobre était frais mais pas encore froid. Quelque part au loin, un chien aboyait. Une image paisible, en total décalage avec la tempête qui était sur le point d'éclater dans notre petite communauté. « Tu es sûre de vouloir faire ça ?» a soudainement demandé Geneviève. « Il n'est pas trop tard pour tout oublier pour commencer une nouvelle vie ici avec moi, sans scandale et sans révélation. » J'ai réfléchi. Une partie de moi voulait vraiment ça, une vie calme et paisible, avec une amie de confiance, loin des drames familiaux et des dilemmes éthiques.
Mais l'autre partie de moi savait que je ne pourrais jamais être en paix avec moi-même si je me taisais. Je dois le faire, ai-je dit fermement. Pas par vengeance, mais parce que c'est la bonne chose à faire. Geneviève a hoché la tête, a éteint sa cigarette et m'a pris la main. Alors nous le ferons ensemble. Demain, j'appelle Jérémie et je prends rendez-vous. Et advienne que pourra. J'étais assise dans la cuisine de Geneviève, sirotant mon café du matin et regardant le jardin par la grande fenêtre. Oscar, le chat de mon ami, était blotti sur une chaise voisine et se lavait paresseusement. Une scène domestique paisible en total décalage avec l'ouragan que j'avais déclenché la veille après-midi. Après de longues délibérations, j'avais décidé d'agir vite et de manière décisive. Geneviève et moi avions appelé son ami de longue date, Jérémie Hammond, président de l'ordre des médecins de la ville, et avions obtenu un rendez-vous d'urgence. Hammond, un homme aux cheveux gris, au regard perçant et à la réputation d'éthique médicale incorruptible, avait scruté les documents que je lui avais présentés. Madame Dubois, avait-il dit en enlevant ses lunettes et en se frottant l'arête du nez. Si tout cela est vrai, c'est une affaire très grave. Falsifier les résultats d'un essai clinique est un crime. Je comprends, avais-je répondu en essayant de garder ma voix stable. C'est pour ça que je suis venue vous voir. Réalisez-vous que cela va ruiner la carrière de votre gendre et potentiellement affecter toute votre famille. J'avais hoché la tête, sentant tout le poids de la décision. Mais si nous ne l'arrêtons pas maintenant, des gens vont souffrir. Les effets secondaires qu'il cache pourraient avoir des conséquences permanentes sur la santé. Hammond m'avait regardé longuement, comme pour évaluer ma détermination, puis avait hoché la tête. Je vais lancer une enquête immédiatement. S'il vous plaît, soyez prête à donner un témoignage formel. Après cela, les choses s'étaient enchaînées à une vitesse incroyable. L'ordre des médecins avait contacté la société pharmaceutique pour laquelle Philippe travaillait. En même temps, Geneviève avait contacté la rédactrice en chef du journal local, non pas pour publication, mais pour que les journalistes soient prêts lorsque le scandale éclaterait. Et donc aujourd'hui, à peine 24 heures après avoir quitté la maison de ma fille, toutes les chaînes d'information locales bruissaient du scoop. Un médecin de renom a falsifié les résultats d'essais cliniques. Le docteur Morel sous enquête. Clinique fermée en attendant l'enquête. Dans la version en ligne du journal local, j'ai vu le visage familier de mon gendre. Une photo de lui datant de la collecte de fonds de l'année dernière, où il avait l'air d'un citoyen modèle et d'un professionnel de la santé respecté. Je crois que ça a commencé, a dit Geneviève en entrant dans la cuisine avec une tablette à la main. Philippe vient d'être emmené de la clinique menottée. Des témoins disent qu'il criait au complot et à la calomnie. J'ai ressenti un étrange vide à l'intérieur. Pas de jubilation ni de satisfaction, mais plutôt de la fatigue et une légère nausée. Tu as fait ce qu'il fallait, Hélène. Geneviève a posé sa main sur mon épaule. Il mettait en danger la vie des gens pour de l'argent et du prestige. J'ai hoché la tête, ne faisant pas confiance à ma voix. Dans ma tête, je savais que j'avais fait la bonne chose. Philippe devait répondre de ses actes. Mais émotionnellement, je ne pouvais pas m'empêcher de penser à Sophie et à mes petits-enfants, à la façon dont cela allait affecter leur vie. Le téléphone a sonné, interrompant mes pensées. Le numéro de Sophie. J'ai hésité fixant l'écran. « Tu n'es pas obligé de répondre », a dit Geneviève. Non, ai-je secoué la tête. Je dois l'écouter. J'ai appuyé sur le bouton de réponse et j'ai entendu la respiration allaitante de ma fille. Comment as-tu pu ? Sa voix était à la fois furieuse et désespérée. Comment as-tu pu nous faire ça ? Sophie, ai-je essayé de parler calmement. Ton mari a falsifié les résultats des tests. Des gens auraient pu être blessés. Tu ne comprends rien, a-t-elle crié. Tu as ruiné notre famille, notre réputation, nos vies. Et pourquoi ? Pour te venger de nous avoir demandé de déménager. Je ne me venge pas, ai-je dit fermement. Si ce n'était qu'une petite chose, je n'aurais jamais. Une petite chose, m'a interrompu Sophie. Tu appelles ça une petite chose ? Philippe a été arrêté devant nos enfants. La police fouille notre maison. Mes enfants sont interrogés. Maman. J'ai fermé les yeux imaginant les visages terrifiés de Léo et Chloé. Cette pensée me faisait mal. Je suis désolée que les enfants soient impliqués, ai-je dit sincèrement. Mais vous et Philippe auriez dû réaliser les risques de ce que vous faisiez. Je n'ai rien fait, a de nouveau crié Sophie. Je ne faisais que soutenir mon mari. C'est normal. Tu savais, Sophie, ai-je objecté doucement. J'ai entendu vos conversations. Tu l'aidais à cacher la vérité.
Il y a eu une longue pause à l'autre bout du fil. Il m'accuse de complicité, a finalement dit Sophie, sa voix soudainement basse et perdue. J'ai été licenciée, sans indemnité. Je pourrais perdre mon droit de travailler dans le domaine médical. Réalises-tu ce que tu as fait? Sophie, ai-je essayé de trouver les bons mots. Je sais que c'est difficile pour toi, mais pense aux patients qui auraient pu être blessés. Aux conséquences si le médicament était sorti sur le marché, avec de faux rapports de sécurité. N'ose pas me faire la morale. La voix de ma fille est redevenue dure. Tu as trahi ta famille, ta propre fille. C'est impardonnable. Et tu as mis ta mère à la porte, ai-je dit doucement. Je pense que nous sommes quittes. Sophie a expiré brusquement comme si je l'avais frappée. Tu sais quoi? Tu n'es plus ma mère et tu n'es plus la grand-mère de mes enfants. Oublie-nous pour toujours. Sur ces mots, elle a raccroché. J'ai lentement posé le téléphone sur la table, me sentant étrangement engourdie. Quelque part au fond de moi, j'espérais que Sophie montrerait un peu de remords, qu'elle réaliserait la gravité de ce qu'elle et Philippe avaient fait. Mais tout ce qu'elle voyait, c'était une trahison de ma part. Et elle ne réalisait pas sa propre culpabilité. Elle est en état de choc, a dit doucement Geneviève, en posant une tasse de café frais devant moi. Laisse-lui le temps de réaliser ce qui s'est passé. J'ai secoué la tête. Non, Geneviève, elle ne me pardonnera jamais. Et je ne suis pas sûre de pouvoir lui pardonner. C'est à ce moment-là que le téléphone de Geneviève a sonné. Elle a décroché, a écouté son interlocuteur et s'est tournée vers moi. C'est Hélène de la Chronique. Elle veut t'interviewer en tant que lanceuse d'alerte. Non, ai-je secoué fermement la tête. Pas d'interview. J'ai fait ce que je devais faire, mais je ne veux pas de publicité. Geneviève a transmis mon refus et a raccroché. Je comprends, Athée, elle dit « Mais sache que tu es une héroïne pour beaucoup de gens en ce moment. Tout le monde n'a pas la force de faire ce que tu as fait. » J'ai souri amèrement. Une héroïne? Je doute que Léo et Chloé pensent la même chose. Comme en réponse à mes paroles, le téléphone a de nouveau sonné. Cette fois, le numéro était inconnu. J'ai répondu avec prudence. Mamie, la voix de Chloé était étouffée, comme si elle chuchotait. « C'est toi. » « Oui, ma chérie. » J'ai senti mon cœur se serrer. « Ça va. » « Je ne sais pas, a-t-elle répondu honnêtement. « Tout est bizarre ici. Papa a été emmené par la police. Maman pleure et crie. Léo s'est enfermé dans sa chambre et ne veut pas sortir. Je suis tellement désolée que vous traversiez ça, ai-je dit retenant à peine mes larmes. Ce n'est pas de votre faute à toi et à ton frère. C'est vrai, a soudainement demandé Chloé. Ce qu'ils disent sur papa qu'il a falsifié des rapports médicaux, j'ai hésité ne sachant comment répondre à une fille de 16 ans à une question comme celle-là. Oui, ai-je finalement dit. J'avais des preuves et je les ai portées à l'ordre des médecins. C'est pour ça que tu nous as quittés. J'entendais la confusion dans sa voix. À cause du travail de papa. Non, ma chérie. Je suis partie parce que ta mère m'a demandé de partir. Tu te souviens ce soir-là au dîner? Je me souviens, a répondu Chloé doucement. Elle te criait dessus. Mais je pensais que vous vous réconcilieriez. Parfois les adultes ne peuvent pas se réconcilier, ai-je dit doucement. Mais ça ne veut pas dire que j'ai cessé de vous aimer toi et Léo. Il y a eu une pause à l'autre bout du fil. Puis Chloé a parlé encore plus bas. Maman dit que tu as trahi notre famille, que tu as toujours détesté papa et que tu voulais lui faire du mal. J'ai soupiré. Bien sûr, Sophie essaierait de monter les enfants contre moi. Je n'ai jamais voulu faire de mal à votre père, ai-je dit fermement. Mais ce qu'il faisait était mal et dangereux. Parfois, il faut faire des choix difficiles pour faire ce qui est juste. Je dois y aller, a soudainement chuchoté Chloé. Maman arrive. J'appellerai plus tard si je peux. La communication s'est terminée, me laissant avec le cœur lourd et beaucoup de mots non dits. La journée a continué et les nouvelles sont devenues plus dramatiques. La clinique de Philippe a été temporairement fermée, tous les patients étant réorientés vers d'autres établissements médicaux. La société pharmaceutique a publié un communiqué de presse niant tout lien avec le chercheur malhonnête et promettant une coopération totale avec l'enquête. En fin d'après-midi, les chaînes de télévision locales affichaient en gros titres le scandale médical de l'année. Les nouvelles montraient la clinique de Philippe avec des portes scellées, des commentaires de collègues choqués et même une courte interview d'un patient qui avait participé aux essais et menaçait maintenant d'un procès. Ils disent que les premiers patients portent déjà plainte.
a dit Geneviève en changeant de chaîne. Et ce n'est que le début. J'ai hoché la tête en silence, regardant la réputation que Philippe avait mis des années à construire s'effondrer. Son visage à l'écran semblait hagard et vieilli alors que la police le faisait sortir du palais de justice après sa mise en examen. C'est étrange, ai-je dit en regardant l'écran. J'ai connu cet homme pendant 16 ans. J'ai vécu sous le même toit que lui pendant 5 ans. Et je ne peux toujours pas dire que je le connaissais vraiment. Les gens sont doués pour cacher leur vraie nature, a dit Geneviève, philosophiquement, surtout à ceux qui les entourent. Dans la soirée, Léo a appelé. Contrairement à sa sœur, il n'a pas chuchoté et ne s'est pas caché. Il a parlé directement et sèchement, avec une dureté inhabituelle pour un garçon de 13 ans. « Pourquoi tu ne m'as pas dit la vérité ?» a-t-il demandé sans salutation. « Quand je t'ai écrit hier, tu aurais pu me prévenir. »« Te prévenir de quoi, Léo ?» ai-je demandé avec prudence. « Que tu allais dénoncer papa à la police. » Il y avait du ressentiment dans sa voix. J'ai eu l'air d'un idiot complet à l'école. Tout le monde savait déjà. Et moi non. Mon cœur s'est serré. Je n'avais pas pensé à la façon dont les nouvelles affecteraient les enfants à l'école, à la rapidité avec laquelle les ragots se répandraient dans une petite ville. « Je suis désolée, Léo, ai-je dit sincèrement. Je ne voulais pas que tu l'apprennes comme ça. Les garçons disent que papa est un criminel. » Sa voix a tremblé. « Qu'il va aller en prison. C'est vrai. » Je ne savais pas quoi dire. Je ne voulais pas mentir, mais la vérité semblait trop cruelle pour un garçon de 13 ans. « Ton père a fait une erreur, » ai-je dit prudemment. Une grosse erreur. Et maintenant, il va devoir assumer la responsabilité de ses actes. Mais quoi qu'il arrive, il est toujours ton père et il t'aime. S'il m'aimait, a dit Léo amèrement, il ne ferait pas des choses qui pourraient le mettre en prison. Cette phrase, prononcée d'une voix d'enfant, m'a frappée par sa sagesse précoce. Léo comprenait plus que je ne le pensais. Les adultes aussi font des erreurs, mon trésor, ai-je dit doucement, parfois de très graves. Et maman, a-t-il soudainement demandé, est-ce qu'elle a fait une erreur elle aussi? J'ai hésité. Je ne voulais pas monter mon petit-fils contre sa mère, mais je ne pouvais pas mentir. Ta mère savait ce que ton père faisait, ai-je finalement dit, et elle l'a aidé à le cacher. Mais je suis sûre qu'elle vous aime, toi et Chloé, plus que tout. Alors pourquoi elle crie tout le temps? Des larmes perçaient dans sa voix. Pourquoi elle dit des choses si horribles sur toi? Pourquoi elle t'a fait partir? Elle a peur, Léo, ai-je répondu doucement. Quand les gens ont peur, ils disent et font souvent des choses qu'ils regrettent. Maman dit que tu as trahi la famille athée, il dit après une pause, que tu as toujours détesté papa et que tu voulais nous détruire. Les mêmes mots que Chloé avait prononcés. Sophie essayait clairement d'endoctriner les enfants avec une certaine version des événements. « Ce n'est pas vrai, je dis fermement. Je n'ai jamais voulu détruire votre famille. Je vous aimais tous, y compris votre père. Mais parfois, il faut choisir entre la famille et ce qui est juste. »« Et tu as choisi ce qui est juste ?» a demandé Léo avec un sérieux d'adulte. « Oui, ai-je répondu doucement. J'espère qu'un jour tu le comprendras. » Je suis restée assise longtemps, après avoir parlé à Léo, regardant par la fenêtre le ciel qui s'assombrissait. Geneviève m'a laissée seule avec tact, comprenant que j'avais besoin de temps pour digérer ce qui s'était passé. Tard ce soir-là, alors que nous étions assises dans le salon à siroter une tisane, le téléphone fixe de Geneviève a sonné. Elle a répondu, a écouté. Son interlocuteur m'a jeté un regard inquiet et a dit « Bien sûr elle est là, mais Sophie, je ne pense pas que ce soit le bon moment. » J'ai tendu la main pour prendre le combiné. Geneviève me l'a tendu à contre-cœur. « Tu es satisfaite ?» La voix de Sophie était rauque, comme si elle avait crié ou pleuré pendant longtemps. « As-tu obtenu ce que tu voulais ?» Sophie, ai-je dit avec lassitude. Je ne voulais blesser personne, surtout pas les enfants. Il est trop tard pour penser aux enfants, a-t-elle crié. Tu as déjà tout gâché. Philippe est en résidence surveillée. Il est sorti sous caution, mais il n'a pas le droit de quitter la ville. La clinique est fermée. J'ai été licenciée. Nos comptes sont gelés. Comment allons-nous vivre? As-tu pensé à ça? Tu as une éducation, lui ai-je rappelé. Tu peux trouver un autre travail. Et vous avez une maison. Une maison. Sophie a ri amèrement. De quelle maison parles-tu? As-tu une idée de ce qui se passe en ville? Tout le monde parle de nous. Les voisins ne nous disent plus bonjour. Les amis ne répondent plus à nos appels. Peggy, ma meilleure amie depuis le lycée, vient d'annuler notre rendez-vous.
Elle a dit qu'elle n'était pas à l'aise de nous fréquenter dans la situation actuelle. 15 ans d'amitié et juste comme ça. J'ai soupiré. L'isolement social était une autre conséquence à laquelle je n'avais pas pensé. Je suis désolée pour ce qui s'est passé, ai-je dit sincèrement. Mais vous et Philippe avez fait un choix lorsque vous avez décidé de falsifier les résultats des tests. Je n'ai rien falsifié, a crié Sophie. J'aidais juste mon mari. La complicité est aussi un crime, lui ai-je rappelé doucement. Et toi, ma propre mère, tu vas témoigner contre moi. Il y avait de l'incrédulité dans sa voix. J'ai hésité. C'était une chose de remettre des documents sur les manigances de Philippe et une autre de témoigner en personne contre ma fille. Je ne dirais que la vérité, ai-je finalement dit sur ce que j'ai vu et entendu. Alors oui, a dit Sophie amèrement, tu as trahi ta famille. Non, ai-je dit fermement, tu as trahi l'éthique médicale en aidant Philippe à dissimuler les effets secondaires dangereux du médicament. C'est toi qui as mis les patients en danger pour un gain financier. Il y a eu une longue pause à l'autre bout du fil. Tu sais quoi, a finalement dit Sophie d'une voix calme, presque sereine. J'ai toujours pensé que tu étais faible, silencieuse, soumise, toujours à céder. Mais il s'avère que tu es la personne la plus cruelle et la plus calculatrice que je connaisse. Félicitations, maman. Tu as gagné. Nos vies sont ruinées. Sur ces mots, elle a raccroché. J'ai lentement reposé le téléphone, ressentant un étrange vide à l'intérieur. Elle est en état de choc, a dit doucement Geneviève en me prenant le téléphone. Laisse-lui le temps de digérer ce qui s'est passé. J'ai secoué la tête. Non, Geneviève, elle ne me pardonnera jamais. Et je ne suis pas sûre de pouvoir lui pardonner. Je n'ai pas pu dormir cette nuit-là pendant longtemps, pensant aux conséquences de ma décision. J'avais fait ce que je pensais être juste, mais le prix était élevé. J'avais peu. Être perdu ma fille pour toujours et risquer ma relation avec mes petits-enfants. La famille de Philippe et Sophie était détruite financièrement, socialement, émotionnellement. Leur réputation dans la ville qu'ils considéraient autrefois comme leur forteresse était réduite en ruine. Et pourtant, alors que je m'endormais au petit matin, je ne ressentais aucun regret seulement. La certitude tranquille que j'avais fait la bonne chose, même si je devais porter le fardeau de cette décision pour le reste de ma vie. 3 mois ont filé comme le vent. Janvier a recouvert Annecy d'un blanc manteau de neige, transformant la petite ville en une carte de Noël. Assise près de la fenêtre du salon de Geneviève, je regardais les flocons tourbillonner à la lumière des lampadaires et je pensais à quel point ma vie avait changé pendant ce temps. Le scandale autour de Philippe s'était progressivement calmé. Les premières semaines tumultueuses où son nom faisait la une des journaux locaux avaient été remplacées par une enquête plus calme, mais non moins approfondie. La société pharmaceutique avait annulé tous les contrats avec lui et avait lancé sa propre enquête interne. Sa licence médicale restait suspendue, sa clinique fermée, la plupart des patients impliqués dans les essais avaient déposé une plainte collective. Sophie avait perdu son poste d'administratrice de la clinique, et d'après ce que je savais par Léo, elle essayait d'en trouver un nouveau. Mais la réputation d'être l'épouse d'un médecin fraudeur lui fermait de nombreuses portes. La situation financière de la famille devenait de plus en plus précaire. Ils avaient déjà vendu une de leurs voitures et licencié la femme de ménage. Je regardais tout cela avec des sentiments mitigés. D'un côté, je ne ressentais aucune jubilation ni satisfaction face à leur malheur. De l'autre, je réalisais que les conséquences étaient inévitables et méritées. Philippe et Sophie avaient fait un choix lorsqu'ils avaient décidé de falsifier les résultats de la recherche, et maintenant, ils en payaient le prix. « À quoi penses-tu » Geneviève est entrée dans le salon avec 2 tasses de chocolat chaud. Aux affaires de famille encore une fois. J'ai accepté la tasse avec gratitude et j'ai hoché la tête. Aujourd'hui, c'est le 14e anniversaire de Léo. J'ai envoyé un cadeau par coursier, mais je ne suis pas sûre que Sophie le laissera l'accepter. Geneviève a reniflé en s'installant dans le fauteuil en face. Si elle est prête à jeter un cadeau pour son propre fils, juste par orgueil, elle est encore plus stupide que je ne le pensais. Elle est juste blessée, ai-je doucement objecté, et effrayée. Tout son monde s'écroule. Un monde construit sur des mensonges finit toujours par s'effondrer, a dit Geneviève philosophiquement. Au fait, tu te souviens que demain nous avons rendez-vous avec Marcus pour signer les documents du fonds d'éducation ? J'ai hoché la tête. Après de longues délibérations, j'avais décidé de créer un fonds d'éducation pour Léo et Chloé. Indépendamment des actions de leurs parents, les enfants ne devaient pas souffrir. Marcus, le fils de Geneviève et un avocat prospère, m'avait aidé à tout arranger
pour que ni Philippe ni Sophie ne puissent accéder à l'argent. Il devait être utilisé uniquement pour les études universitaires et autres besoins éducatifs de mes petits-enfants. Tu penses que Sophie verra ça comme une autre tentative d'ingérence, ai-je demandé avec hésitation. Peut être à hausser les épaules Geneviève. Mais ça ne devrait pas t'arrêter. Tu ne le fais pas pour elle. Tu le fais pour les enfants. Ma vie avait radicalement changé au cours des 3 derniers mois. Je n'étais plus une femme âgée vivant dans l'ombre du bien, être de sa fille et de son gendre endurant des petites humiliations pour avoir la chance de voir mes petits-enfants. Je partageais maintenant une maison spacieuse, avec ma meilleure amie, j'avais une vie sociale active et je gérais mon temps comme je l'entendais. Geneviève et moi allions à des expositions d'art et à des concerts, nous allions au théâtre local et participions à un club de lecture. À Noël, nous sommes allés dans une ville voisine pendant 2 jours séjournant dans un hôtel confortable avec vue sur le lac. En février, nous prévoyons un petit voyage en Floride pour échapper au froid de l'hiver. Financièrement, j'étais également indépendante. L'argent de la vente de ma maison, dont j'avais autrefois placé une partie dans les investissements de Philippe, m'avait été restitué dans le cadre de l'enquête. Il s'est avéré que mon gendre l'avait utilisé à mauvais escient, ajoutant un autre point à sa liste de transgressions. Maintenant, ces fonds, ainsi que mes économies de retraite, me permettaient de vivre une vie décente et de ne pas m'inquiéter de l'avenir. Mais malgré tous les changements positifs, il y avait toujours une blessure dans mon cœur. La séparation d'avec ma fille et la communication limitée avec mes petits-enfants, Sophie refusait catégoriquement de me parler. Son dernier message, envoyé 2 semaines après l'arrestation de Philippe, était « J'espère que tu es satisfaite des résultats de ta trahison. N'essaie pas de nous contacter. » Avec les petits-enfants, la situation était plus compliquée. Chloé, toujours plus prudente et encline au compromis, communiquait avec moi rarement et subrepticement. Des messages courts, des appels volés. Elle était tiraillée entre la loyauté envers ses parents et l'affection pour moi. Léo, en revanche, faisait preuve d'une surprenante indépendance de jugement pour son âge. Il m'écrivait régulièrement, appelait parfois, et était même venu me rendre visite plusieurs fois, en disant à ses parents qu'il allait chez un ami. Lors de sa dernière visite, il y a 1 semaine, nous avions eu une longue conversation sur ce qui s'était passé. « Je comprends pourquoi tu l'as fait, mamie », avait-il dit assis à la table de la cuisine et se réchauffant les mains sur une tasse de chocolat. « Papa ne faisait pas ce qu'il fallait et tu ne pouvais pas te taire. »« Merci Léo », avais-je dit doucement, touché par sa compréhension. Peu d'adultes peuvent voir les choses aussi clairement. Mais maman est toujours très en colère. Athée, il continuait, en fronçant les sourcils. Elle dit que tu as détruit notre famille par vengeance. J'avais soupiré. Sophie continuait de ne voir que des motifs personnels dans mes actions, refusant de reconnaître la gravité de ce qu'elle et Philippe faisaient. Ta mère a peur et est confuse, avais-je expliqué. Quand les gens ont peur, ils cherchent souvent quelqu'un à blâmer, au lieu de se regarder eux-mêmes. « Comment va papa ?» avais-je demandé après une pause en essayant de garder ma voix neutre. Léo avait haussé les épaules. « Je ne sais pas. Il ne parle pas beaucoup. Il reste assis dans son bureau toute la journée. Parfois, je l'entends se disputer avec maman la nuit. » Mon cœur s'était serré. Malgré tout ce qui s'était passé, je ne voulais pas d'un cauchemar familial pour mes petits-enfants. « Et toi ?» avais-je demandé doucement. « Comment ça se passe à l'école ?»« Bien. » Il avait essayé de sourire, mais c'était un sourire étrange. C'était dur au début. Tout le monde parlait de papa, me montrait du doigt. Mais ça va mieux maintenant. J'ai des amis qui s'en fichent. C'est alors que Léo m'avait dit que Chloé vivait la situation plus difficilement. L'approbation sociale signifie beaucoup plus à 16 ans qu'à 13. Certaines de ses amies avaient cessé de la fréquenter. Son petit ami avait rompu avec elle. Elle avait commencé à avoir de moins bons résultats. À l'école, pleurait souvent et ne quittait presque plus sa chambre. J'avais accueilli toutes ces nouvelles avec des sentiments mitigés. Je ne voulais pas que les enfants souffrent, mais je réalisais que mes actions étaient nécessaires. Philippe ne pouvait pas continuer à mettre les patients en danger, et je ne pouvais pas rester une complice silencieuse. La sonnette a retenti, me sortant de mes rêveries. Geneviève, qui lisait un livre dans le fauteuil d'en face, a haussé les sourcils de surprise. « Tu attends quelqu'un ?» J'ai secoué la tête et je suis allée ouvrir la porte. À ma grande surprise, Sophie se tenait sur le seuil pâle amaigri, avec des cernes sous les yeux. « Je peux entrer ?» a-t-elle demandé sans me regarder dans les yeux.
Il faut qu'on parle. Je me suis reculée en silence, la laissant entrer dans la maison. Sophie est entrée regardant autour d'elle avec méfiance, comme si elle s'attendait à un piège. Quand elle a vu Geneviève, elle s'est tendue encore plus. Peut-être devrions-nous parler en privé, ai-je dit en me tournant vers ma fille. Sophie a hoché la tête. Geneviève s'est levée avec compréhension et avec un regard rassurant pour moi, a quitté la pièce. « Assieds-toi », ai-je désigné le canapé. « Veux-tu du thé ?»« Non », a répondu Sophie sèchement, mais elle s'est assise. Je ne suis pas venue pour boire du thé. Je me suis installée dans le fauteuil en face, me préparant à une conversation désagréable. Sophie avait l'air épuisée, mais il y avait de la détermination dans ses yeux. Philippe plaide coupable à thé. Elle dit soudainement dans le cadre d'un accord. Il risque une peine avec sursis et une lourde amende, mais pas de prison. Je suis contente que les enfants ne perdent pas leur père, ai-je répondu sincèrement. Sophie m'a jeté un regard rapide, comme pour vérifier si je ne me moquais pas d'elle. Bien sûr, sa carrière médicale est terminée, elle, continuer, amèrement. Et la mienne aussi. Personne ne veut embaucher la femme d'un médecin tricheur, même pour un poste administratif. Je suis restée silencieuse, ne sachant que dire. Toute expression de sympathie aurait pu sembler fausse, compte tenu de mon rôle dans leur situation actuelle. « Tu dois être contente », a dit Sophie avec défi. « Tu as eu ce que tu voulais. Tu as ruiné nos vies. » « Je n'ai jamais voulu ruiner votre vie, ai-je répondu doucement. Je voulais arrêter une pratique dangereuse qui pouvait blesser des gens. Et pour ça, tu as trahi ta propre famille. » Il y avait un vieux ressentiment dans sa voix. « Non, Sophie, ai-je dit fermement. Je n'ai pas trahi ma famille. J'ai fait ce que tout citoyen responsable devrait faire. Ce que vous et Philippe avez fait n'était pas seulement contraire à l'éthique, c'était un crime. » Sophie a détourné le regard, ses épaules s'affaissant légèrement. Je ne savais pas tout à elle, dit doucement. Philippe ne me mettait pas dans les détails. J'aidais juste avec la paperasse. Tu en savais assez, ai-je dit doucement, mais avec insistance. J'ai entendu vos conversations. Je t'ai vu aider à modifier les rapports. Je faisais confiance à mon mari, s'est-elle exclamée avec une fureur soudaine. Est-ce que c'est un crime? Il disait que tout était sous contrôle, que c'était une pratique courante, dans la recherche, que les effets secondaires étaient négligeables. Et tu l'as cru? Ai-je demandé, la regardant droit dans les yeux. Même quand tu as vu les vrais chiffres, même quand tu as entendu parler de patients avec des complications graves, Sophie n'a pas répondu, détournant le regard. Dans son silence, j'ai vu la réponse plus clairement que n'importe quel mot. Pourquoi es-tu venue, Sophie? Ai-je demandé après une pause. Elle a pris une profonde inspiration comme pour rassembler ses forces. Léo veut vivre avec toi à thé, elle finalement dit. Il l'a dit hier, il a dit que si on ne le laissait pas te voir, il viendrait quand même en cachette. J'étais stupéfaite. Oui, Léo m'avait montré de l'affection, mais je n'aurais jamais imaginé qu'il ferait une telle démarche. Ce n'est qu'un enfant, ai-je dit prudemment. C'est peu, être juste une réaction émotionnelle au stress. Non, Sophie a secoué la tête. Il est sérieux. Il a rassemblé des informations sur les droits des mineurs, sur le fonctionnement du système de placement familial. Il a même trouvé des précédents juridiques où des enfants de son âge ont pu choisir avec qui ils voulaient vivre. J'étais impressionnée par la détermination et l'esprit d'entreprise de mon petit-fils. « Qu'est-ce que tu veux que je fasse ?» ai-je demandé. « Je veux que tu le dissuades », a répondu Sophie, me regardant droit dans les yeux pour la première fois de toute la conversation. Dis-lui que tu ne peux pas l'accueillir, que tu n'as pas les conditions n'importe quoi. Mais ce n'est pas vrai, ai-je objecté. J'ai les conditions et le désir de voir mes petits-enfants. Je l'ai toujours dit. Alors tu veux aussi m'enlever mon fils? Il y avait du désespoir dans sa voix. Non seulement tu as ruiné notre réputation, notre carrière, notre situation financière, maintenant tu veux prendre nos enfants. Je ne veux enlever personne, Sophie, ai-je dit fermement. Mais je ne mentirai pas à Léo. S'il veut me voir, je suis heureuse de le faire. S'il veut rester avec moi pendant un certain temps, je ne dirai pas non. Mais la décision doit être la sienne, pas la mienne, ou la tienne. Sophie a couvert son visage de ses mains. Un instant, j'ai cru qu'elle allait pleurer. Mais quand elle a baissé les mains, ses yeux étaient secs. J'ai tout perdu à thé, elle dit doucement.
Mon travail, ma réputation, mon respect. Philippe, il n'est plus l'homme que j'ai épousé. Il est brisé en colère. Chloé s'est renfermée, elle ne parle presque plus. Et maintenant, Léo veut partir. Pour la première fois de toute la conversation, j'ai ressenti une pointe de sympathie. Malgré tout ce qui s'était passé entre nous, Sophie était toujours ma fille, et ça me faisait mal de la voir souffrir. Peut-être devrions-nous envisager un compromis, ai-je suggéré. Léo pourrait passer les week-ends ou quelques jours par semaine chez moi. Ça lui donnerait l'espace dont il a besoin, mais il resterait partie intégrante de votre famille. Sophie m'a regardée avec lassitude. Tu penses vraiment que ça marcherait ? Je ne sais pas, ai-je répondu honnêtement. Mais ça vaut la peine d'essayer pour le bien de Léo. Elle a hoché lentement la tête comme si chaque mouvement exigeait un effort. D'accord. Fais-le venir pour le week-end. On verra comment ça se passe. J'ai ressenti un soulagement. Pas une victoire complète, mais un pas dans la bonne direction. Et Chloé, ai-je demandé prudemment. Elle pourrait venir aussi si elle le voulait. Chloé traverse une période difficile, a répondu Sophie évasivement. Laisse-lui du temps. J'ai hoché la tête, réalisant que je ne devais pas insister. L'important était que la porte de la communication avec mes petits-enfants était maintenant entr'ouverte. Il y a autre chose, a dit Sophie en se levant. J'ai entendu dire que tu créais un fonds d'éducation pour les enfants. Oui, ai-je confirmé. Indépendamment de notre relation, je veux assurer leur avenir. Merci, a-t-elle dit doucement, le mot « lui » étant clairement difficile à prononcer. Compte tenu de notre situation financière actuelle, cela aidera. J'ai hoché la tête, ne voulant pas insister sur sa gratitude qui lui coûtait visiblement un effort. « Je vais y aller », a dit Sophie en se dirigeant vers la porte. « Est-ce que Léo peut venir ce vendredi ?» Bien sûr, ai-je répondu. Je l'attendrai. Quand la porte s'est refermée derrière elle, je suis restée longtemps dans le couloir à digérer ce qui venait de se passer. Geneviève est venue doucement et a posé sa main sur mon épaule. « Comment ça s'est passé ?» Mieux que je ne l'espérais, ai-je répondu honnêtement. Léo viendra le week-end. Peu. Être qu'à terme, Chloé viendra aussi. C'est bien, a-t-elle hoché la tête. Les enfants ne devraient pas avoir à souffrir des erreurs de leurs parents. Oui, ai-je convenu, mais j'ai ajouté avec un sourire triste, même si Sophie pense toujours que c'est de ma faute, et non des actions d'elle et de Philippe. Elle a besoin de temps, a dit Geneviève philosophiquement. Elle n'admettra peu, être jamais pleinement sa culpabilité, mais avec le temps, sa colère s'apaisera. J'ai hoché la tête, réalisant la sagesse de ces mots. Une réconciliation complète avec ma fille n'arriverait probablement jamais. Trop de choses avaient été dites et faites des deux côtés. Mais être qu'avec le temps, nous pourrions trouver un moyen de coexister, ne serait-ce que pour le bien des enfants. Le soir, assise dans ma chambre à regarder le jardin enneigé, je réfléchissais au tournant que ma vie avait pris. Il y a 3 mois, j'étais une invitée malvenue dans la maison de ma fille, endurant des petites humiliations pour avoir la chance de voir mes petits-enfants. Aujourd'hui, je suis une femme indépendante, vivant pleinement sa vie libre de relations toxiques et de complicité silencieuse dans les crimes d'autrui. Le prix de cette liberté était élevé. La séparation d'avec ma fille, la souffrance de mes petits-enfants, la destruction de la famille que j'aime malgré tout. Mais je ne pouvais pas faire autrement. Parfois, il faut faire des choix difficiles pour vivre en harmonie avec sa propre conscience. J'ai sorti du tiroir de mon bureau la petite boîte que j'avais préparée pour Léo pour son arrivée vendredi. Une montre de poche qui avait autrefois appartenu à son grand-père. Un symbole du temps qui avance toujours sans jamais s'arrêter ni revenir en arrière. Tout comme la vie. Ma nouvelle vie ne faisait que commencer. À 72 ans, j'ouvrais un nouveau chapitre avec des amis qui étaient devenus une famille avec des petits-enfants dont les relations seraient construites sur l'honnêteté et le respect mutuel, avec des projets et des rêves qui semblaient autrefois hors de portée. Je ne savais pas ce que l'avenir apporterait. Être qu'avec le temps, Sophie s'adoucirait et trouverait la force de faire face à la vérité. Être que Chloé surmonterait sa réticence et redeviendrait la jeune fille ouverte et curieuse que je connaissais. Être que Léo trouverait un équilibre entre la vie avec ses parents et le temps passé avec moi. Mais même si rien de tout cela n'arrivait, je savais que j'avais fait la bonne chose.
Dans un monde où il est si facile de fermer les yeux sur le mensonge, de choisir le confort plutôt que la vérité, j'ai trouvé la force de me tenir du côté de la justice, même si cela m'a coûté les liens de la famille. Et dans cette décision, dans cette capacité à rester fidèle à moi-même, même face à la perte, j'ai trouvé la satisfaction et la dignité que des années de complaisance et de mensonge à moi-même n'auraient pu me donner. Tu vois, mon enfant, la vie est une chose complexe. Elle nous brise parfois de manière que nous n'aurions jamais imaginée, mais elle nous offre aussi la chance de nous reconstruire plus forts, plus vrais. L'important n'est pas d'éviter les tempêtes, mais d'apprendre à danser sous la pluie et de se rappeler que même après la nuit la plus sombre, le soleil finit toujours par se lever. Et parfois il suffit d'un mot, d'un regard, d'un petit pas vers l'autre pour que tout doucement s'apaise.